Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Libye, il y a des accords entre le Parlement et le gouvernement de transition. Les députés ont voté une motion de censure contre l'équipe du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Les autorités soudanaises disent avoir déjoué un coup d'État ce mardi. Elles désignent les partisans de l'ancien président déchu Omar el-Béchir comme auteurs de cette tentative de remise en cause du pouvoir. Et puis au Rwanda, les partisans de Paul Rusesabagina dénoncent un procès politique. C'est après la condamnation de l'ancien hôtelier et opposant pour terrorisme. Il a écopé de 25 ans de prison. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction la Libye, où le Parlement a voté ce mardi une motion de censure contre le gouvernement de transition du Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Ce vote intervient à 3 mois d'un double scrutin censé donc ramener la paix dans ce pays déchiré par une décennie de chaos. Précision. Une motion de censure contre le gouvernement a été votée ce mardi par le Parlement, moins de 2 semaines après la ratification d'une loi électorale controversée ayant provoqué une montée des tensions entre les camps rivaux dans le pays. Cette motion a été votée par 89 députés sur 113 présents, a précisé le porte-parole du Parlement basé à Tobrouk. Le vote a eu lieu lors d'une séance à huis clos en présence du président du Parlement Aguia Saleh, un cacique de l'Est libyen et un allié du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de la Cyrénaïque. Le Haut Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat basé à Tripoli, a rapidement réagi déclarant son rejet de la procédure, considérant cette démarche comme nulle et en violation de la déclaration constitutionnelle et de l'accord politique de 2015. La Libye tente de s'extraire d'une décennie de violence depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, un chaos marqué ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest. Après la fin des combats à l'été 2020, un gouvernement unifié et transitoire dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Dbeibah a été formé en mars sous l'égide de l'ONU pour mener la transition d'ici des élections législatives et présidentielles prévues le 24 décembre prochain. Et on reste toujours en Libye où le Conseil d'État du pays, instance suprême, faisant donc office de Sénat, a proposé ce lundi le report d'au moins 1 an de l'élection présidentielle prévue en principe pour décembre prochain. C'est dans le cadre des élections générales, une proposition pour faute de consensus sur la loi électorale. La ratification le 9 septembre d'une loi électorale manifestement taillée sur mesure pour l'homme fort de l'Est Khalifa Haftar a provoqué une montée des tensions à 3 mois du double scrutin crucial annoncé pour le 24 décembre, mais qui semble de plus en plus hypothétique. Non soumis à un vote et signé par le chef du Parlement siégeant à Tobrouk, Aguila Saleh, un allié du maréchal Haftar, le texte a été accueilli par un déluge de critiques de députés et d'autres instances écartées du processus législatif. Nous ne reconnaissons pas la ratification de la loi relative à l'élection du président, décision prise sans vote légal ni consensus, a fustigé lundi Khaled El-Meshri, président du Haut Conseil d'État lors d'une conférence de presse à Tripoli. Le HCE a préparé un projet de base constitutionnelle et proposé la tenue d'élections législatives le 24 décembre afin de créer un Conseil de la Nation bicaméral, a-t-il déclaré. Une fois créé, ce nouvel organe remplacerait le Parlement implanté à Tobrouk ainsi que le HCE basé à Tripoli et hostile au camp pro-Haftar. Le Conseil de la Nation serait ensuite chargé de fixer la date du scrutin présidentiel, mais seulement après l'adoption d'une nouvelle constitution, a expliqué Meshri.
Il se pencherait sur le projet de constitution pendant une année, a-t-il précisé, car la tenue d'une présidentielle en décembre, comme prévu, n'engendrera pas la stabilité en Libye à l'heure actuelle, a-t-il affirmé, mettant en garde. Si le Parlement insiste pour maintenir sa loi sur l'élection présidentielle, nous la verrons comme une entrave claire au processus électoral. L'article qui concentre les critiques dans la loi électorale ratifiée par Saleh stipule qu'un militaire peut se présenter à la présidentielle à condition d'abandonner ses fonctions 3 mois avant le scrutin. S'il n'est pas élu, il pourra retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire. Les élections nationales dans une dizaine de circonscriptions d'Éthiopie en proie aux troubles sécuritaires ne pourront avoir lieu comme prévu fin septembre après plusieurs reports successifs. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la Commission électorale nationale. Au moins 26 circonscriptions sont touchées par ces conflits. Détail. En Éthiopie, plus de 7 millions d'électeurs pourront voter dans 47 circonscriptions parlementaires fédérales et 105 circonscriptions pour les sièges des conseils régionaux, a déclaré Soliana Chimeles, porte-parole de la commission, lors d'une conférence de presse lundi. Toutefois, le scrutin ne pourra avoir lieu dans 18 circonscriptions de la région d'Amara et 8 de la région d'Oromia, a-t-elle précisé. Mais des problèmes logistiques et l'insécurité ont entraîné des retards dans plusieurs régions où le scrutin, reporté à plusieurs reprises ce dernier mois, doit se tenir le 30 septembre. La région d'Amara a été le théâtre de récents combats entre les troupes gouvernementales et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, tandis que la région d'Oromia est aux prises avec une insurrection de l'armée de libération Oromo. Le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed est d'ores et déjà assuré d'une majorité du Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin. L'Éthiopie compte 547 circonscriptions électorales au niveau national, mais la commission électorale a abandonné tout projet d'organiser des élections dans le Tigré, région du Nord, en proie à un conflit armé et contrôlé en grande partie par le TPLF. Le nouveau gouvernement éthiopien doit être formé le 4 octobre. La commission électorale espère publier les résultats des scrutins du 30 septembre d'ici le 10 octobre, selon Soliana Chimeles. Ces élections, censées apporter à Abiy Ahmed l'onction populaire qui lui fait défaut, ont notamment été boycottées dans la région de l'Oromia, la plus peuplée du pays, par d'importants partis d'opposition qui dénonçaient l'arrestation de certains de leurs candidats ou la mise à sac de leur bureau. Le président tunisien Kaïs Saïed a annoncé qu'il nommerait un nouveau chef de gouvernement tout en gardant en place les mesures d'exception qu'il a donc décrétées. C'était le 25 juillet dernier pour s'arroger les pleins pouvoirs. Saïed, dont le discours au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid a été interrompu à plusieurs reprises par une foule scandant donc le peuple veut la dissolution du Parlement, a en outre annoncé qu'il allait faire adopter une nouvelle loi électorale. Écoutons-le. Je ne suis pas ici pour présenter une pièce de théâtre comme celle à laquelle vous avez assisté il y a 2 jours. Son metteur en scène est connu et est un échec. Et ses acteurs sont parmi les plus mauvais. Ces mesures exceptionnelles vont se poursuivre. Des dispositions transitoires ont été prises et un Premier ministre sera nommé, mais sur la base de décisions transitoires répondant à la volonté du peuple. Une tentative de coup d'État manqué a eu lieu ce mardi au Soudan, selon les médias d'État et notamment les autorités du pays. Le pays, justement, peine à faire aboutir la transformation politique depuis la destitution d'Omar El-Béchi, le président déchu il y a 2 ans. Les responsables gouvernementaux et militaires ont également confirmé à l'agence France-Presse les informations selon lesquelles les auteurs non identifiés d'un complot avaient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État, mais qu'ils avaient échoué. Un autre haut responsable militaire a lui déclaré qu'un groupe d'officiers était impliqué dans la tentative, mais qu'il avait été immédiatement suspendu.
Membre éminent du Conseil souverain, Taher Abou Adja a déclaré dans une allocution retransmise à la télévision que l'État a déjoué une tentative de prendre le pouvoir. Mardi, la circulation dans le centre de Khartoum semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée. Les services de sécurité soudanais ont toutefois bloqué le principal pont reliant Khartoum à sa ville jumelle, d'Omdurman, de l'autre côté du Nil. La tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais, formé après l'éviction en avril 2019 de Omar el-Béchir, renversé après 30 ans de règne sans partage. En place depuis plus de 2 ans, le cabinet civilo-militaire, né d'un accord historique avec les factions politiques à la pointe de la mobilisation populaire contre Béchir, est censé emmener le Soudan vers un pouvoir entièrement civil. Mais jusqu'à présent, les militaires ont toujours la haute main, tandis que les civils peinent à s'imposer. Outre cette concurrence au cœur du pouvoir, le Soudan a rencontré de nombreuses embûches dans sa tentative de transformation politique, caractérisée par de graves difficultés économiques et des divisions politiques profondes. Ces derniers mois, le gouvernement a entrepris une série de réformes économiques difficiles pour pouvoir bénéficier d'un programme d'allègement de la dette du Fonds monétaire international. Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel de Rwanda, a été condamné ce lundi à 25 ans de prison pour terrorisme. Sa condamnation intervient au thème de procès qualifié de politique par ses soutiens. Connu comme injuste pour avoir sauvé 1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis, Paul Rusesabagina était devenu un critique virulent du président Paul Kagame. La justice rwandaise l'a condamné ce lundi à 25 ans de prison pour terrorisme. Le parquet avait requis la réclusion à perpétuité. La Haute Cour pour les crimes internationaux a finalement prononcé une peine de 25 ans d'emprisonnement. Paul Rusesabagina a été reconnu coupable d'avoir été membre d'une organisation terroriste et d'avoir commis des actes terroristes. En ce qui concerne Rusesabagina, Paul, il est reconnu coupable d'être membre d'un groupe armé illégal et de participer à des activités terroristes, mais il est acquitté de la création d'un groupe armé illégal. Par conséquent, Rusesabagina, Paul, est condamné à 25 ans d'emprisonnement. Âgé de 67 ans, Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda sorti en 2004, qui a raconté comment ce Hutu modéré a sauvé plus de 1000 personnes réfugiées dans son établissement durant le génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis. Il vivait depuis 1996 en exil aux États-Unis, où il est détenteur d'une carte verte et en Belgique, avant d'être arrêté à Kigali en 2020 dans des circonstances troubles, à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.